Et voilà, c'est parti. Donc, comme je disais, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Stéphanie Guinet, je suis responsable de la communication de Génie des lieux. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. C'est notre 3e édition déjà de WebiKit. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé, les WebiKits, en fait, ce sont des petites boussoles pour essayer de se repérer un peu dans l'incertitude du moment. En fait, l'idée, c'est d'essayer de vous donner quand même des pistes et des solutions concrètes pour faire des choix, prendre des décisions, etc. Donc, on va essayer de vous accompagner là sur effectivement ce grand thème qui est le flex office. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces thèmes-là de flex office? Alors, bon, clairement, c'est un sujet qu'on maîtrise, en tout cas qu'on connaît bien chez Génie des lieux, puisqu'il est vraiment au cœur de nos métiers depuis de longues années. On accompagne ces projets-là depuis longtemps, des très grands projets d'envergure qu'on a accompagnés au passage en flex. Donc voilà, c'est quand même un sujet d'actualité et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut apparaître comme effectivement une solution efficace face à la flexibilité un petit peu du travail. On voit que tout a quand même un petit peu changé. Il y a de plus en plus de télétravail, de nomadisme, etc. Donc, est-ce que spatialement, le flex est une réponse à la flexibilité des modes de travail? Ça fait partie des questions qui nous intéressent. Alors, tout le monde a un avis sur le flex. Certains le préconisent, certains l'adultent, certains l'exècrent. Effectivement, on peut dire qu'il peut incarner d'une certaine façon des opinions contraires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, il n'y a que 14% des bureaux aujourd'hui qui sont aménagés en flex. Donc finalement, tout le monde a un avis sans forcément l'expérimenter au quotidien. Donc ça, on va en parler évidemment tout à l'heure. Certains y voient vraiment des aménagements adaptés aux usages, alors que d'autres leur répondent mais non, c'est vraiment une réduction pure et dure de mètres carrés. D'autres disent en fait c'est une mixité de positions de travail, donc c'est très bien pour tout le monde. Et puis on lui répond non, c'est de l'inconfort permanent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu l'opposition de deux mondes. Donc est-ce que finalement elle incarne des postures qui sont opposition entre manager managé? Pourquoi est-il tant décrié? Pourquoi ne doit-on pas prononcer son nom alors que finalement ce flex essaye de porter aujourd'hui la voix de la souplesse et de la liberté, de la fluidité de mouvement et de donc voilà, ça c'est notre sujet. Aujourd'hui, il est là pour peut-être fédérer, puisque en fait les gens vont enfin se retrouver, ils vont avoir de la liberté de mouvement et il est là peut-être pour amener de la performance dans nos lieux de travail. Donc nous, c'est notre travail aujourd'hui en tant que programmiste d'amener ce flex et d'apporter de la performance aux équipes, de les fédérer, de les rassembler, d'apporter finalement cette liberté de mouvement et d'organisation pour un travail plus efficace, plus pertinent, plus performant. Donc, est-ce que l'espace répond à ces enjeux? Est-ce que le flex en est la meilleure des réponses? Nos intervenants vont nous accompagner là-dessus. Donc, nous avons 3 intervenants aujourd'hui. Nous avons Dora, Félix et Mathieu. Donc, Dora est, vous la connaissez, la directrice du développement de Génie des lieux. Donc, elle a accompagné vraiment de nombreux projets flex, donc elle connaît quand même bien le sujet. Elle a aussi monté, on va dire, le premier pôle de conduite du changement chez les aménageurs. En fait, elle a été innovante sur ce sujet-là chez Génie des lieux, puisque on a été un des premiers cabinets de conseil à mettre en place tout un pôle dédié à l'accompagnement au changement. Félix, quant à lui, est passé par Sciences Po. Il a non pas un master 2, mais 2 master 2, l'un en sociologie des professions et l'autre en conduite du changement. Il a travaillé dans l'expertise auprès des élus du personnel, réalisé une étude sur l'apprentissage organisationnel avant de rejoindre Génie des lieux pour réaliser un projet de thèse en sociologie. Donc son travail porte notamment sur la prise en compte de l'activité dans les projets de transformation des environnements de travail. Donc là aujourd'hui, il a mené aussi un travail assidu de veille autour des nouveaux modes de travail et des rapports à l'espace, et c'est un spécialiste de l'analyse des activités. Donc il va pouvoir nous raconter tout ça, nous dire il a vécu les projets, les avant, les pendant, les après.
Donc, on attend son œil éclairé. Et Mathieu, lui, est architecte et diplômé en sociologie et développement des organisations. Donc, il nous accompagne sur tous les projets Génie des lieux en tant qu'aménageur, space planner, mais il a rédigé un mémoire, accrochez-vous bien sûr, Open Space, l'illusion de la puissance ou comment l'espace des bureaux contemporains compense la perte de l'autonomie et de la capacité créatrice des salariés, ce qui le consacre aujourd'hui en tant que sociologue. Donc voilà, je vous laisse la parole, allez-y, c'est à vous, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Je vais faire une petite présentation de Génie des lieux pour vous expliquer pourquoi on prend la parole aujourd'hui sur ce sujet du flex office. Alors, à Génie des lieux, on aime dire que notre mission est simple, c'est qu'on veut aider les organisations à devenir plus performantes en agissant sur leur espace de travail. Notre vocation n'est pas simplement de créer et de concevoir et de réaliser des espaces de travail, mais vraiment depuis l'origine de Génie des lieux, d'essayer d'imaginer en quoi l'espace peut être une valeur pour les entreprises, une ressource que vous utilisez pour que l'activité, in fine, pour que vos collaborateurs soient plus performants et que ça serve la stratégie d'entreprise. C'est ça qui nous anime, nous, au quotidien. Et c'est pour ça qu'à Génie des lieux, on est à la fois programmiste, ergonome, sociologue, et qu'on a aux côtés en fait des professions de designers, d'ingénieurs, d'architectes. Concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on, bien évidemment, je pense que vous le savez tous, on réinvente les lieux de travail, que ce soit dans la partie amont, conseil, ou jusqu'à la réalisation des travaux. Mais on le fait toujours sous le spectre de la réflexion autour des modes de travail, ce que ça engendre comme conséquence autour des modes de travail, est-ce qu'on doit connaître des modes de travail avant de pouvoir agir sur les lieux, et de faire systématiquement cela en accompagnant les hommes, parce que pour avoir une vraie transformation des lieux et des modes de travail, ne pas agir suffisamment sur les hommes ou de penser qu'une simple action autour de la communication du projet pourra suffire est pour nous une erreur. Donc, on a mis en place toute une stratégie d'accompagnement au changement, tout un conseil d'accompagnement au changement auprès de nos clients pour aller plus loin dans les transformations possibles des lieux et des modes de travail. Alors, Génie des lieux et son rapport au flex office, d'où vient-il et pourquoi aujourd'hui on est en mesure de vous parler du flex office et de vous donner nos conseils sur comment bien réussir sa transition vers le flex office. C'est que on a mené dès le début de la prolifération des projets en flex en France, les premiers projets de flex office. On a notamment accompagné des grands groupes sur leurs premiers pilotes dès 2014 sur les états de l'art, les réflexions autour de ce qu'était le flex office, qu'est-ce qui existait en Europe. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas grand-chose en 2014. C'était difficile d'aller trouver du benchmark, d'essayer de réfléchir sur les conséquences que ça pouvait avoir sur les collaborateurs, sur le bâti. On est parti de zéro sur la montée d'une méthodologie d'analyse et de programmation en flex office, et on a aidé notamment le groupe BNP Paribas a créé sa première grande charte de flex office nationale et internationale dès 2014 pour qu'ils puissent ensuite le déployer dans l'ensemble de leur groupe. Donc, on était là dès 2014 au tout début de la réflexion flex office en France. Depuis, on a mené 21 projets majeurs en flex office dans tous les groupes que vous voyez inscrits sur la slide. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un retour d'expérience suffisant pour pouvoir vous parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et ce qu'on vous conseillerait pour que ça marche au mieux pour vous. Et puis, comme le disait Stéphanie, la thèse de Félix on n'a pas attendu l'aboutissement de la thèse de Félix pour réfléchir sur le sujet, parce que Félix était complètement intégré à nos équipes et que ça nous permettait de prendre du recul sur nos conseils au quotidien auprès de nos clients, sur une meilleure prise en compte de l'activité dans la mise en place du flex office. C'est un des pans clés pour nous de la réussite. On va en parler tout à l'heure avec Mathieu et Félix. Et donc cette thèse et surtout ce rapport à la sociologie du travail en interne nous permet, nous, systématiquement, de prendre du recul sur notre méthodologie et de l'améliorer, et donc de vous prodiguer les meilleurs conseils. Et surtout,
mener ces projets en les menant autour d'expérimentation et donc de retour sur expérimentation à travers des mesures, des observations, des questionnaires, nous permet de disposer de données comparatives d'un client à un autre, d'un projet à un autre, de savoir aussi évaluer un projet en FlexOffice, de regarder ce qui constitue une réussite d'un projet en FlexOffice et de pouvoir donc vous en parler. Donc, pas moins de 10 expérimentations en cours sur le FlexOffice. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui autour du FlexOffice? Un petit panorama contexte. Le premier élément, c'est qu'en novembre 2020, on a interrogé nos différents porteurs de projets immobiliers. Donc, c'est à peu près, on a adressé l'enquête à peu près 2000 personnes pour savoir quels seraient, d'après eux, les espaces les plus adaptés pour demain. De façon assez attendue, ils nous répondaient à 75% que des projets en flex office seraient pour eux le plus adapté pour demain. On entend derrière ça la logique à travers la démultiplication du travail à distance, des locaux aujourd'hui qui sont globalement vides, le fait que les entreprises ont envie de faire perdurer le travail à distance et que on peut bien imaginer que pour des porteurs de projets immobiliers, d'avoir aujourd'hui une ressource qui est utilisée encore moins qu'avant, alors qu'elle était déjà envoyée en moyenne en Île-de-France occupée à 50%, qu'on est en train de faire baisser ce chiffre, que les collaborateurs, quand ils reviennent au bureau, souhaitent pouvoir se croiser et qu'aujourd'hui, ils reviennent, pour ceux qui reviennent dans des bureaux qui sont à moitié occupés. Et donc, on a une difficulté à retrouver cette effervescence du retour au bureau. Ce croisement des collaborateurs dans les espaces, on se dit, bon, bah, c'est logique que cette demande, cette attente des porteurs de projets s'accroisse vers le flex office. Donc, des porteurs de projets très tournés vers le flex office, et pourtant, de l'autre côté, si on regarde un petit peu la réalité de ce que les collaborateurs souhaitent et de ce qui existe en France, aujourd'hui, l'open space est beaucoup associé au flex office parce qu'il existe peu de projets en flex office qui ne sont pas en open space. Pourtant, ce n'est pas une association nécessaire. Il pourrait y avoir des projets en flex office qui soient avec des bureaux, par exemple, collectifs, des bureaux individuels. C'est tout à fait possible de l'imaginer. Il y en a aujourd'hui une très petite minorité. Nous, on en accompagne très peu. La plupart sont en open space. Donc, on lit très vite le sujet parce que dans les critiques ou dans le recul ou le regard que les collaborateurs peuvent avoir par rapport au flex office, ce n'est pas simplement l'idée d'attribution ou de non-attribution ou le principe même du flex office. Il y a parfois derrière la critique du flex office une critique aussi de l'open space, puisque cette association est quasi systématique aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres, d'après les baromètres Actineo, soit de 2021, soit de février 2019, aujourd'hui, quand même, 51% des collaborateurs en France travaillent en open space. C'est quand même assez costaud, donc la moitié des actifs connaissent l'open space. Par contre, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, seuls 14% des actifs français sont concernés par le flex office. Donc, quand on entend effectivement beaucoup parler du flex office, d'avoir énormément de retours sur ce sujet, très peu le connaissent réellement, l'expérimentent réellement. Donc, voilà, il y a toujours, vous le savez, cette peur quand on ne connaît pas aussi un aménagement. Donc, ça doit pouvoir entrer en compte aussi dans les critiques qu'il y a autour du flex office. Contrairement à l'open space, qui est très répandu, et donc les personnes parlent d'expérience quand elles donnent leur avis sur l'open space. Quand on regarde un peu ce que les collaborateurs souhaiteraient ou leur satisfaction vis-à-vis des types d'espaces qu'ils ont, clairement, aujourd'hui, seuls 38% des personnes qui travaillent en open space en sont satisfaits, contre 62% des personnes qui sont en bureau fermé et qui sont satisfaits de leur bureau fermé. Et de façon générale, quand on pose la question aux actifs français, quel serait votre aménagement idéal, le bureau fermé et même attribué reste largement en tête. Et on voit que 89% des actifs français préféreraient travailler sur un poste attribué. Donc, on voit vraiment qu'il y a un décalage fort avec ce que les porteurs de projets immobiliers souhaiteraient faire
idéalement, c'est-à-dire d'aller vers du flex office, ce qui était déjà aussi le cas avant la crise et qui s'est accentué. Et de l'autre côté, la faible envie des collaborateurs d'aller vers le flex office associé à l'open space. Alors, pourquoi ce désamour du flex office et de l'open space? Que se passe-t-il? On va revenir un peu sur certaines raisons phares avec Mathieu et Félix. Avant, je voulais vous dresser un petit panorama déjà de l'avis des collaborateurs entre le télétravail et le bureau. Le fait qu'aujourd'hui, la possibilité de pouvoir travailler à distance, de pouvoir travailler chez soi, a souligné certaines critiques vis-à-vis du bureau, son capacité des collaborateurs à être efficaces au bureau, ce qui peut révéler des travers dans l'aménagement ou dans, en tout cas, l'adéquation entre ce que les collaborateurs doivent y faire et l'aménagement qui leur est proposé. Ils ne trouvent pas forcément leur équilibre. On a quand même 80% des collaborateurs qui considèrent le télétravail efficace, contre seulement 65% des collaborateurs qui considèrent le bureau efficace, d'après notre enquête d'avril 2020, toujours auprès de 2000-2500 personnes. Niveau bien-être, 77% d'entre eux considèrent le télétravail comme un apporteur de bien-être et seulement 58% d'entre eux considèrent le bureau comme un apporteur de bien-être. Donc, derrière ces chiffres, qui sont moins importants au bureau, on voit qu'il y a une large part, en tout cas un axe de travail important sur l'aménagement au bureau. Je lancerai juste un peu le sujet et la problématique autour des modèles, des modes. L'open space et le flex office peuvent être des solutions intéressantes pour vos différentes entreprises. Le trop grand déploiement de modes ou la systématisation des solutions dans les différentes entreprises crée des difficultés, fait du mal aussi à des solutions qui peuvent être bien, qui peuvent être intéressantes. Et le fait de les systématiser dans certaines entreprises sans bien analyser qui vous êtes ou comment travaillent vos collaborateurs, ou encore de vouloir les appliquer systématiquement dans toute votre entreprise sans faire de différence entre vos métiers ou de différence entre vos directions, peut faire du tort, en tout cas à la satisfaction ou à la performance des collaborateurs à terme. Ça, c'est un indicateur qui est important à prendre en compte. Je vais laisser la parole peut-être d'abord à Mathieu sur pour toi, pourquoi existe ce désamour? Qu'as-tu remarqué dans le travail que tu as pu faire sur ton mémoire, sur les terrains, ou à travers ton expérience à Génie des lieux en tant que directeur projet? Voilà, pourquoi ce désamour envers l'open space ou le flex office? En fait, au-delà de la question d'un désamour, finalement, enfin d'amour ou de désamour, je dirais que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'observe, ce que j'ai pu observer dans ce travail que j'ai fait, et puis dans l'expérience des projets au quotidien, finalement, c'est que l'open space et le flex, tels qu'on les conçoit actuellement, ils peuvent être perçus de manière ambivalente. Parce que d'un côté, finalement, ils promettent un fonctionnement individuel et collectif qui est dynamisant, qui peut être grisant, voire excitant aussi. Et de l'autre, ils peuvent mettre en difficulté aussi les salariés parce qu'ils peuvent mettre en lumière des inégalités face au travail, ils peuvent être source d'isolement, de sursollicitation, etc. Donc pour moi, il y a vraiment une question d'ambivalence en fait dans ces questions d'espace qui sont voilà, à la fois amour et désamour. D'accord. Et pour toi, Félix, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai travaillé pas sur la satisfaction de manière générale, mais vraiment sur l'activité. Et les sources de frustration que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, le passage en flex office retire des ressources aux personnes dans la réalisation de leur travail ou leur ajoute des contraintes qui sont mal compensées. Donc, c'est plutôt par, on va dire, un manque d'écoute ou un manque d'analyse de l'activité parfois que ces contraintes-là peuvent se surgir. Ok, merci pour cet éclairage. Un des éléments forts, c'est que le flex office crée un nouveau mindset pour demain.
parce qu'il vous oblige à penser le flex office non plus comme simplement une solution en environnement de travail, mais comme une solution autour de vos modes de travail, de votre organisation du travail, de votre management et de votre environnement de travail. Quand il est pris que sur un seul pan, oui, cela entraîne des difficultés au travail ou une appropriation ou un frein face au flex office parce qu'il lui manque des pans, parce que c'est d'abord une logique, c'est d'abord une dynamique de travail et c'est pas simplement un aménagement en soi des espaces de travail. Donc ça oblige à éviter aussi les silos dans l'entreprise entre le directeur de l'environnement de travail, le DRH, le directeur du digital ou directeur de la transformation. Ça oblige à travailler en commun pour essayer de trouver un projet global d'entreprise dans lequel le flex va venir répondre à certains besoins de flexibilité, de dynamisme et de rencontre des collaborateurs. Mais ça demande un montage projet relativement conséquent, en tout cas imbriqué dans l'entreprise pour que ça se passe bien. Dora, excuse-moi, aujourd'hui, les demandes, par exemple, quand on reçoit des appels d'offres où on est questionné par nos clients, est-ce que il y a davantage de questions sur, d'envie d'aller vers du flex office, en tout cas de requêtes dans ce sens-là? Est-ce que tu as pu constater ça ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'après la période un petit peu confinement, davantage de télétravail, des équipes peut-être un peu plus dispersées, certains qui hésitent avec le remote, est-ce que finalement, voilà, cette réponse spatiale face à la réponse organisationnelle, bon, ça paraît être une bonne solution. Et du coup, est-ce que voilà, le taux de questionnement de la part des entreprises sur ce sujet-là a augmenté ou pas? Oui, clairement. Ouais. Clairement. À minima, de l'étudier, de regarder si ça serait possible partout, même dans l'univers public qui était un petit peu plus réfractaire, l'envie d'aller creuser et de voir si c'est possible et au moins de créer un scénario avec du flex office pour voir ce qui se passerait. D'accord. Mais oui, c'est maintenant quasi systématique dans les cahiers des charges, au moins de pouvoir y réfléchir et de l'intégrer comme un des scénarios possibles de l'aménagement de demain. Donc, cette démultiplication fait qu'il est important de savoir comment bien faire pour éviter qu'on ait, après l'open space m'a tué, le flex office m'a tué. Donc, M'a retué. J'ai été le but tuée de 2 ce fois. Webikit, c'est que vous n'ayez pas ce type, que vos collaborateurs ne soient pas interviewés demain dans le Figaro en disant, avec le titre, le flex office m'a tué. Voilà. Ouais. En résumé. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet autour de deux grandes temporalités. Tout d'abord, la partie concevoir un projet en flex office. Et après, on parlera de l'après-emménagement, parce qu'on en parle trop peu. Et en flex office, c'est crucial pour que ça vive, que ça marche, ça continue de marcher après. Donc, le premier point, c'est de savoir par où commencer, comment bien faire, comment penser tout de suite la performance de votre projet, la performance de l'activité de vos collaborateurs. Et pour ça, il y a plusieurs éléments clés dont Mathieu va nous parler aujourd'hui. Absolument. Je reviendrai juste un petit peu pour peut-être éclairer le pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, on se dit que l'open space et le flex office sont source d'un potentiel désamour, ou en tout cas d'une ambivalence. Donc, on se dit effectivement que ça peut présenter certains avantages, mais ça peut aussi matérialiser une dégradation des conditions de travail. Donc, on s'est interrogé, on se dit pourquoi finalement ça provoque cette dégradation. C'est parce que ces espaces et ces fonctionnements qui leur sont associés, parce que le flex c'est bien un fonctionnement et pas un aménagement, comme l'a rappelé Dora tout à l'heure, participent d'un système de travail qui, d'une certaine manière, promeut une échelle sociale du collaborateur, dont le point culminant, c'est le collaborateur idéal, qui est dynamique, qui est autonome, qui est flexible, et qui maîtrise parfaitement son activité, ou en tout cas qui est capable de montrer qu'il maîtrise son activité. En bas de cette échelle, vous avez les salariés pour qui ces attitudes sont peut-être moins évidentes et qui, à l'inverse, luttent pour l'appropriation de leur travail
pour différentes raisons, hein, soit parce qu'ils sont nouveaux dans l'entreprise, soit parce qu'ils ne comprennent pas le sens ou ils sont en désaccord avec un process qui leur est imposé. Ils ne sont pas d'accord avec l'idée de la qualité de leur production vis-à-vis du groupe de travail dans lequel ils sont ou d'un manager, etc. Dans ce système de travail, la visibilité est un élément qui est essentiel à deux niveaux. D'une part, il y a la visibilité qui est imposée par l'espace. Dans un open space, je ne peux pas m'isoler, ou en tout cas seulement une petite partie de mon temps. Il n'y a jamais suffisamment, si vous écoutez les collaborateurs, il n'y a jamais suffisamment de box pour pouvoir s'isoler autant qu'on le voudrait, qu'ils le voudraient. Et de fait, si on mettait autant de box qu'il y a de personnes, autant faire des bureaux individuels. Et d'autre part, c'est la visibilité qui est souhaitée par les individus au travail. Parce que oui, en fait, au travail, comme ailleurs d'ailleurs, hein, on souhaite être vu. L'individu hyper moderne, pour reprendre un gros mot de sociologue, a besoin de se montrer. Et encore plus au travail, mais il a besoin d'être vu en pleine puissance et en pleine possession de ses moyens, et ça, simplement pour attiser des formes de reconnaissance. C'est pour ça que ces modèles, Open Space et Flex, comme ils sont conçus actuellement, sont perçus de manière ambivalente, parce qu'à la fois, ils promettent aux collaborateurs de pouvoir donner à voir un moi qui est conforme à l'idée qu'il a de lui-même, c'est-à-dire que je veux être vu, mais de la manière dont j'ai envie d'être vu, dans la maîtrise, dans la puissance, dans la maîtrise de mon travail, et pas dans la difficulté. Or, l'open space, à un moment donné, peut montrer les gens dans la difficulté face au travail, et d'autre part, une source de vulnérabilité, donc, voilà, c'est le pendant, hein, une source de vulnérabilité et d'inégalité face au travail. La visibilité permanente fait courir le risque à chaque salarié d'être, d'une certaine manière, dépossédé de son travail en raison de l'absence du temps et de l'espace nécessaire pour se l'approprier et le maîtriser. Donc un espace qui potentiellement renvoie chaque salarié à lui-même, peut l'isoler des autres, du sens du collectif et finalement de toute possibilité de définir, de définition commune de la qualité du travail bien fait. On pense aux stratégies, peut-être que ça fera écho chez vous, hein, mais aux stratégies d'isolement qui sont mises en œuvre par des salariés. C'est-à-dire qu'on s'approprie un box, on s'approprie un espace un peu éloigné, on vient plus tôt le matin ou on repart tard le soir, de manière à se ménager des plages horaires dans lesquelles on sait qu'on ne sera pas sursollicité, qu'on ne sera pas dérangé. Et ce sont des moments privilégiés au cours desquels on pourra pleinement s'approprier le travail. Autant d'effets donc sur le travail et les travailleurs qui peuvent être quand même contre-productifs et en tout cas aller largement à l'encontre de toutes les représentations qui construisent ces modèles. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on se demande en tant que concepteur comment on fait pour limiter ces effets et finalement pour redonner une forme d'aisance, voire de confort aux collaborateurs qui sont amenés à travailler dans ces espaces. Donc la première chose, je dirais, c'est peut-être de se méfier de l'espace plurifonctionnel et de son apparente efficacité. C'est-à-dire, plus j'ai de typologies d'espaces différentes, plus je réponds à la multiplicité des usages, et tout est parfait. Bon, sauf que ça suppose que l'activité est elle-même divisée, morcelée en tâches bien distinctes et linéaires, qui ne se télescopent jamais. On sait globalement que ça n'existe pas, ou très peu. Une part de l'activité peut se faire comme ça, mais il y a une autre part où il se passe plusieurs choses en même temps. Par ailleurs, cet espace est d'abord conçu pour y circuler. On peut faire l'hypothèse, à ce stade, finalement, que l'espace des bureaux contemporains, en tout cas les modèles qui sont véhiculés aujourd'hui dans un certain nombre de médias, s'apparente à ce que l'anthropologue Marc Augé appelle des non-lieux, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on ne fait que passer et où il ne peut rien se passer d'autre que ce pourquoi l'espace est fait. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, s'il est fait pour travailler, on est là pour travailler, ça tombe bien. Sauf qu'au travail aussi, on est des êtres sociaux et on fait autre chose que travailler, parfois. Et puis c'est vrai qu'on dit tout le temps qu'on doit retourner au bureau pour le lien social, donc c'est vrai qu'on parfois on a envie d'y retourner moins pour travailler que pour échanger. Bon, voilà.
Exactement, exactement. Donc essayer de faire en sorte de ne pas faire des espaces où on ne fait que passer et où il ne peut rien se passer d'autre que ça. Donc des espaces qui se caractérisent finalement par leur absence de signification et auxquels, par conséquent, aucun collaborateur ne finit par s'attacher en fait. Mais par contre, qui modèle l'activité dans un sens particulier, c'est-à-dire le dynamisme, la flexibilité, l'autonomie, etc. Donc le souci finalement de ces non-lieux, c'est que l'appropriation ne peut pas exister. Les salariés ne peuvent pas mettre l'espace à leurs mains pour lui donner les caractéristiques propres à favoriser la manière dont ils ont envie de faire leur activité. Ça nous amène à une deuxième chose, c'est une deuxième conviction qu'on a chez Génie des lieux, c'est l'idée de rendre l'espace habitable. Donc ce qu'on entend par là, ça peut être finalement veiller à permettre l'attachement au lieu. Donc, on a parlé des non-lieux, l'idée c'est peut-être de recréer des lieux, concevoir des espaces de travail appropriables et maîtrisables par leurs usagers. Ça peut être donner la capacité de s'approprier cet espace à travers le positionnement du mobilier. Ça c'est une chose, c'est une dimension, mais c'est pas que ça. C'est la possibilité de créer des attachements, de recréer des situations finalement où on peut agir. Modeler l'espace, c'est pas une chose anodine en fait. Modeler l'espace, ça modèle, dans une certaine mesure, ça modèle l'activité et les rapports sociaux. Donc donner la main sur le modelage de l'espace aux collaborateurs, aux salariés, c'est une manière de leur dire vous pouvez modeler votre activité comme il vous paraît bien de la réaliser. Tu peux nous donner un exemple, Mathieu ? C'est ce que j'allais demander. Alors un exemple, ça peut être ne pas faire table rase. Quand on est dans un réaménagement d'espace, par exemple, ne pas tout bazarder de ce qui existait dans les aménagements précédents. Il y a peut-être dans les aménagements existants des choses qui font sens pour la plupart des collaborateurs. Je sais pas, ça peut être une cafétéria qui a une histoire particulière, ou que sais-je, ou un espace particulier dans lequel il y a eu des événements, quelque chose qui a une histoire, qui a un sens, qui fait que les collaborateurs, à un moment donné, se sentent en possession de ces espaces et chez eux, d'une certaine manière. Tu veux dire le cube rouge qu'on avait dans nos anciens bureaux? Alors, juste pour vous expliquer, c'est vrai qu'on avait des bureaux qui étaient très, 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 très petits. On était tous très, très, très entassés les uns sur les autres, mais il y avait un endroit qui était pas forcément ultra bien situé, parce que assez loin de la cafette, mais un cube rouge central qui devenait le point de ralliement le matin pour boire le café, mais en plein milieu de l'espace. Donc, pas du tout. Et en fait, c'est vrai que quand on a changé de locaux, finalement, ce cube rouge, on a quand même, alors qu'on a une cafette sublissime, mais le cube rouge nous manque. Voilà. Et c'est pour illustrer. Donc, on bazarde pas tout. OK, on garde le cube rouge. Par exemple. Autre chose, c'est prendre en compte, évidemment, on prend la culture de l'entreprise, c'est une évidence, mais aussi celle des individus et des groupes. Par exemple, peut-être qu'il y a une personne qui suit le webinaire qui se reconnaîtra. Récemment, je visitais les locaux d'une organisation qui souhaite passer en flex. Donc, je visite ces espaces qui sont pas très qualitatifs. On est a priori sur des grands open space, pas très lumineux, a priori pas très avenants. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a une appropriation quand même des espaces qui est assez forte à travers l'affichage de photos, de posters, d'images humoristiques en lien avec l'activité. Mais voilà, quand même, il y en a un peu partout. Et que ce soit à l'échelle individuelle, sur le poste de travail, ou à l'échelle collective. Et ça, la première préconisation, finalement, ça a été de dire, vous voulez passer en flex, ok, donc vous allez percuter d'une certaine manière cette appropriation des lieux. Donc faites-le, passez en flex pour toutes les raisons que vous jugez bonnes, faites-le, mais en respectant ces dynamiques d'équipe. Donc nous, on va faire en sorte de vous proposer une organisation spatiale qui répondra à ça, qui vous permettra le flex dans les meilleures conditions, mais qui garantira aussi à vos salariés de garder ce qui semble leur plaire quand même, ce qui semble leur donner du sens à leur lieu de travail. Qu'ils puissent continuer à afficher en équipe, à ressentir leur dynamique d'équipe parce qu'ils peuvent afficher ou laisser des figurines dans leur territoire d'équipe. C'est ça que tu évoques ?
Par exemple, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est garder des espaces, pour le coup, qui soient à l'échelle aussi de ces équipes. Puisque voilà, les équipes se matérialisent elles-mêmes dans l'espace, fabriquer des espaces qui recréent finalement ces espaces équipes. Donc le flex, oui, mais ne le faites pas sur les grands plateaux que vous avez aujourd'hui, même si ça serait peut-être un peu plus flexible, un peu plus facile à gérer. Imaginez des espaces qui soient peut-être un peu plus hybrides quoi, dans la manière. C'est ce qu'on appelle la territorialité, c'est ça? Exactement. Ok. Absolument. Ouais, absolument. Ensuite, autre élément important dans tout ça, c'est accepter que le tout open space n'est pas systématiquement la solution. Voilà, on y est, hein, c'est justement dans cette préconisation, c'était de leur dire, faites des espaces équipes à dimension pertinente pour les activités, pour les équipes, mais pas nécessairement tout ouvert. Et ça veut dire qu'il faut finalement, d'une certaine manière, il faut refaire de la programmation pour éviter de tomber dans la reproduction des modèles qui promettent beaucoup de choses, mais on l'a dit, hein, s'ils ne sont pas re-questionnés à l'aune des particularités de chacune de vos entreprises, peuvent devenir totalement contre-productifs et mettre des salariés dans des situations de difficulté, voire de souffrance. Donc il est important, encore une fois, hein, d'analyser les activités de travail, d'observer, de comprendre, afin d'évaluer quelle sera la meilleure solution. Il n'y a pas de solution d'aménagement qui est plus rétrograde qu'une autre. On ne vous dira pas aujourd'hui, si demain vous voulez faire du bureau individuel ou des bureaux cloisonnés de petites équipes, que c'est totalement has-been ou out, etc. Enfin, c'est pas le sujet. Il n'y a pas cette notion-là chez nous. En revanche... Du coup, Mathieu, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des bureaux individuels en flex? Absolument. Bien sûr, on peut tout à fait imaginer que les bureaux individuels qui sont nécessaires pour certaines activités, parce qu'à un moment donné, tout le monde, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, chaque collaborateur peut avoir besoin à un moment donné de s'isoler, que ce soit pour une heure ou pour une journée. Oui, puis voire même, c'est vrai qu'en conditions de télétravail à domicile, parfois finalement ce ne sont pas les meilleures finalement conditions, enfin pour certains en tout cas de concentration. Donc finalement, on peut aussi aller au bureau pour trouver un espace de calme et se concentrer et être justement isolé un peu pour des travails de production. Ok, ça marche. Exactement. Exactement, parce que en fait, penser que l'open space sera le tout open space seul permettra de développer le collectif. C'est une erreur en fait. On sait maintenant, on a quand même suffisamment de recul sur ces espaces pour savoir que c'est une erreur et qu'au contraire, ça peut provoquer de l'isolement et de la recentration sur soi. Okay. Donc une dernière chose ensuite, c'est intégrer la mesure de la performance des espaces dans les usages, donc tout simplement pour faire des espaces qui soient performants. Et pour ça, il faut adapter la technique des espaces collaboratifs et adopter une gestion agile des équipements et des mobiliers, par exemple. Il s'agit aussi peut-être d'adapter le cloisonnement pour réduire les nuisances potentielles selon les activités réelles. Il s'agit aussi de penser les équipements mobiliers et informatiques flexibles, voire mobiles, et bien sûr, adapter aussi toute la technique du bâtiment au niveau des réseaux, de la connectique, ce qui permettra à l'ensemble des espaces, à un moment donné, de pouvoir augmenter leur valeur d'usage et de pouvoir les transformer plus facilement et avoir un nombre de combinaisons possibles plus importantes dans le temps et dans l'espace. L'exemple, le type, évidemment, c'est le box de petite réunion d'1 heure à 1h30 que vous imaginez sous forme de mobilier ouvert qui est à proximité des postes de travail, ou alors s'il est fermé sans ventilation, par exemple, et le tout sans équipement de visio, de connectique, etc., c'est une aberration et ces espaces, clairement, ne seront pas utilisés ou très peu. Ok. Merci. Pour simplement conclure sur ces convictions, on vous a mis un petit extrait des taux de satisfaction sur
sur un des projets qu'on a mené au tout début. Donc là, ce sont des chiffres de 2015. Donc pour vous dire que les freins au flex office étaient encore plus forts que personne ne connaissait vraiment le flex office. Donc on avait mené des pilotes, donc comme je vous disais pour le groupe BNP Paribas, et voilà, on avait tous les freins autour de la mise en place du flex office, mais on a choisi de prendre le prisme qu'a évoqué Mathieu, c'est-à-dire de vraiment analyser l'activité de travail des collaborateurs, de ne pas imaginer un taux de mutualisation identique pour tous. On avait des taux de mutualisation qui pouvaient aller à du 1 pour 1, mais en mutualisé, à des taux qui étaient très bas parce qu'on a des personnes très nomades ou qui étaient à 0,5 en taux de mutualisation, avec des solutions d'aménagement complètement distinctes entre des directions. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des taux de satisfaction du flex office entre 6 mois et 9 mois. C'est ça les deux barres que vous voyez, c'est nos vagues d'évaluation 6 mois après, puis 9 mois après, auprès des collaborateurs. Et vous voyez, bien sûr, le télétravail a toujours souvent des taux très, très élevés de satisfaction. Et le flex office avait quand même des taux autour de 83% de satisfaction, ce qui est largement bien au-dessus des taux de satisfaction moyens sur les projets en flex office. Donc, utiliser l'ensemble des enseignements dont vous a parlé Mathieu permet d'obtenir une plus grande satisfaction des collaborateurs au flex office. Et en fait, c'est pas qu'au flex office, c'est pour tout type d'aménagement en tant que tel, en fait. Et donc, une meilleure performance de vos collaborateurs à terme, parce qu'ils vivent bien leur espace de travail, ils peuvent réaliser dans de bonnes conditions leurs activités, et ça, c'est aussi au service de l'entreprise. Donc, la petite checklist à ne pas oublier pour être très concret sur comment bien concevoir un projet en flex office. Tout d'abord, bien observer. Quand on vous parle alors Mathieu parle de la programmation, parce que c'est vrai qu'en interne, nous, la programmation, l'ergonomie, la sociologie du travail est très imbriquée. On analyse beaucoup les activités avec ce prisme, ce regard. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que la mesure ne suffit pas. On voit beaucoup apparaître dans les cahiers des charges. Faites des mesures, faites des mesures, faites des mesures. Surtout actuellement, vous pouvez imaginer que les chiffres ne sont pas très intéressants. Mais concevoir un projet en flex office, juste en mesurant les taux de présence dans les locaux pour avoir suffisamment de matière pour concevoir un bon projet en flex office, c'est une erreur. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, on extrait très peu d'informations, nous, des mesures. Ce n'est pas ça qui va nous donner la matière la plus intéressante. C'est une information parmi d'autres, mais clairement pas la plus essentielle. Et l'essence même de l'information qu'on va avoir va passer essentiellement par des entretiens et par des observations qui vont nous permettre de bien comprendre les situations de travail des différents collaborateurs et d'avoir une vraie approche qualitative, une analyse qualitative de ça et de pouvoir vous conseiller au mieux derrière sur les bons concepts d'aménagement possibles. De pouvoir aussi se libérer des modèles, comme on en a parlé, comme Mathieu a pu le souligner, de d'abord construire un projet en pensant les critères de réussite avant même d'évoquer la solution spatiale. On reçoit encore beaucoup trop de cahiers des charges qui nous disent « nous souhaitons passer en flex office » ou « nous souhaitons passer en open space ». Ils sont encore en amont du projet, aucune analyse de l'activité n'a été faite et pourtant la solution spatiale est déjà donnée avant même de savoir si c'est la plus productive et la plus intéressante pour l'entreprise quand on regarde les indicateurs de performance à terme des collaborateurs dans cet espace de travail. Donc, si votre but, c'est d'aller vers plus de collaboratifs, si votre but, c'est d'aller vers une plus grande performance des collaborateurs, sur une plus grande transversalité des échanges, de déjà nous donner la solution spatiale en pensant que l'open space, par exemple, sera la source de réussite est une erreur. Nous pouvons vous aider à aller vers ces critères de réussite en choisissant d'autres solutions spatiales. Donc voilà, attention de ne pas se faire avoir par des préjugés et de se libérer de ces modèles et de laisser la réflexion en fait
avant d'élaborer le cahier des charges, de se laisser la possibilité de réfléchir. Du coup, Dora, j'ai juste une question. Est-ce que il peut y avoir, du coup, des grandes variations d'un projet, enfin, dans les projets qu'on a accompagnés, une grande variation d'un projet Flex à un autre? Dans la façon de faire? Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que finalement, des entreprises qu'on a accompagnées, est-ce que les espaces, tout en, justement, du coup, en regardant les activités, est-ce qu'on a des aménagements qui sont très, très différents en étant, alors même qu'ils sont, que les deux projets, par exemple, vont être aménagés en flex? Est-ce qu'il peut y avoir voilà, de grandes différences d'un espace à l'autre, en fait? Alors, on a la capacité de créer des éléments standards pour la vie d'un bâtiment et en même temps de créer des choses qui, pour les collaborateurs, vont être très différentes. Donc, par exemple, selon l'activité de travail, il y a des personnes qui vont travailler de façon très créative, qui vont avoir besoin de brainstormer en grand groupe, qui travaillent régulièrement en collectif et leur part d'activité est essentiellement sur ça. Et puis, de l'autre côté, on va avoir des professions dont le sens même est de se concentrer seul sur des tâches et que le collectif soit ponctuel dans leur journée de travail. Donc, forcément, les réponses qu'on va leur faire en termes de solutions spatiales sont très différentes en face et ils peuvent être tous en flex office. Ouais, ok, merci. L'autre point fort, c'est de créer un projet vivant. Mathieu en a beaucoup parlé, de laisser place à l'appropriation des lieux. J'entends beaucoup de la part de nos clients: ah mince, notre projet Flex n'est pas réussi, on a des personnes qui s'assiedent régulièrement à la même place. Et est-ce que c'est une gêne? Est-ce que pour autant ils ne font pas le clean desk? Est-ce que ça gêne leurs collègues d'à côté? Non. Eh bien, donc, c'est pas un critère d'échec, en fait, du flex office. C'est juste une forme d'appropriation des lieux et un minimum de repères de certaines personnes. Pareil, on a la même chose avec l'appropriation et l'affichage. L'affichage ne veut pas dire non plus que le projet est raté. C'est juste que il y a une appropriation des lieux et tant mieux. Voilà, donc d'y penser et de le préconcevoir aussi, de se dire il doit y avoir de la place et la possibilité de s'approprier les lieux. Il y a à la fois le mobilier, comme l'évoquait Mathieu, mais aussi les règles, en fait, laisser de la place et du souffle dans les règles des collaborateurs. Et enfin, d'arbitrer finement les choix d'investissement pour aller vers un aménagement réellement performant. C'était l'aberration de Mathieu tout à l'heure, mais on en voit beaucoup trop, des solutions comme ça. Des bonnes idées au départ qui deviennent contre-productives parce que le besoin, c'est du bureau individuel fermé, mais qu'on recrée des box sans ventilation et sans équipement et que du coup personne n'y va, ou alors laisse la porte ouverte et gêne tout le monde. Les solutions de mobilier semi-ouvert juste à côté des postes de travail, et que c'est gênant, donc ils sont très peu utilisés. Les espaces silence où on va pas mettre de double écran, alors que les personnes, quand ils ont besoin de concentration et de silence, ils ont besoin de travailler sur un double écran, mais on le met pas, donc ils n'y vont pas. Enfin bref, tous ces éléments qui fait que on est obligé d'aller au bout de la solution pour que vraiment elle soit utile et que les personnes s'y déplacent. Donc de choisir finement ce que vous pourrez investir et d'y penser dès le départ, et sinon plutôt de ne pas le faire et de faire autre chose plutôt que de le faire à moitié. Voilà. Dora, quand tu parlais de critères de réussite, on a une question sur le fil, enfin quelqu'un qui demande est-ce que tu aurais un exemple concret de critères de réussite? Parce qu'on dit définir nos critères de réussite avant, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Oui, pour un grand groupe pharmaceutique, on va très loin dans les critères de réussite, puisque un critère de réussite, le but, c'est qu'il soit mesurable à terme. Donc, ça doit être précis. Par exemple, on avait le nombre de sorties de produits pharmaceutiques qui devait être croissant. Donc, en gros, c'est des équipes qui travaillent énormément en équipe projet, mais qui n'avaient pas l'espace, qui n'avaient pas l'aménagement pour travailler en équipe projet. Cette dimension était très difficile. Ils étaient silotés en équipe, mais dès qu'ils devaient retravailler en mode projet, voilà, ils avaient beaucoup d'obstacles dans l'espace de travail pour pouvoir le faire. Et donc, il y avait de la perte de temps, de la réinstallation systématique,
Chacun se réinstallait du coup dans ses équipes parce que les espaces en équipe projet n'étaient pas adaptés. Et donc, voilà, moins d'échanges transversaux là où il devait y en avoir. Et donc, la direction estimait qu'on pouvait faire mieux sur la courbe de sortie des produits de cette équipe projet, de ces nouveaux produits pharmaceutiques. Donc ça, c'était un des critères forts. On devait aller regarder 1 an après, même si l'espace n'est pas bien sûr le seul élément. Mais bon, quand même, on devait aller regarder si la courbe avait progressé ou pas. Il nous reste encore 3 mois avant de faire cette évaluation. Donc, on pourra vous dire. D'accord. C'est la question que j'allais te poser, mince. Bon. Non, on ne sait pas encore. C'est quand même très concret là pour le coup. Oui, il y a des critères quantitatifs et des critères un petit peu plus qualitatifs. Mais là, au moins, c'était précis et rationnel pour aller regarder si c'était mieux. Ok, merci beaucoup. Alors, la seconde partie, l'après, on n'y pense pas assez. D'ailleurs, notre prestation s'arrête souvent beaucoup trop à l'emménagement. Et pourtant, une fois qu'on fait un projet en flex-office, il faut qu'il continue de pouvoir marcher. Et un projet en flex-office, c'est surtout un projet vivant, avec beaucoup de règles, beaucoup de logique, beaucoup d'appropriation, comme on vient de le dire. Et donc, comment on fait, Félix, pour que la suite continue de bien marcher et qu'un projet flex continue vraiment d'être flexible à terme? Oui, je vais me baser sur quelques évaluations après installation et quelques observations de l'activité après installation. Un premier point qui va répondre en partie à une question qui a été posée dans le chat, c'est de soulever que l'occupation est un résultat de l'activité, pas un objectif de projet. Je commence par ce point-là parce que en général, c'est par ça que le flex office est justifié. Depuis que j'ai travaillé sur ces questions, j'ai entendu à peu près toujours l'idée que à instant T, en moyenne, les postes de travail seraient occupés à autour de 50%. Il y a une sorte de consensus. Alors, on peut dire entre 40 et 60. Voilà, parfois on donne des fourchettes, mais on est autour de ces chiffres-là. Et ce dont on déduit de manière générale que c'est insuffisant et ça montre une belle preuve de gabegie. Et donc, en fait, il y a un idéal implicite qui est presque celui de la saturation. On se dit que tant qu'on n'arrive pas à 100%, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes qui sont ressenties sur le terrain. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est que, justement, comme on sait que ces mesures d'occupation ne suffisent pas à nous expliquer la réalité du travail et de son rapport aux espaces, et on fait des évaluations post-projet, 3 mois après, en couplant sur le moment des mesures d'observation à instant T et en réalisant sur le vif des entretiens. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que à un moment où un plateau de par exemple 80 personnes va être occupé entre 80 et 90%, on a des gens qui disent c'est saturé, on s'en sort plus, c'est le bazar, j'ai pas pu me mettre où je voulais, etc. Et pourtant, on se dit, il y a quand même 20% des postes de travail qui restent. Et là, ils nous disent des choses comme, oui, mais j'ai dû me mettre tout là-bas, regardez, vous voyez, je suis loin de mon équipe, je dois faire des allers-retours en permanence, on perd de la fluidité, etc. Et là, en fait, on renverse un petit peu la perspective et on se rend compte que pour une partie, ce qui est perçu comme des espaces vides du point de vue du consultant ou du chef de projet qui peut passer dans les locaux et trouver que vraiment il y a du gâchis, c'est de l'espace libre libre ou disponible, on va dire, pour l'utilisateur. Et justement, pour finalement qu'un projet marche, il faut se donner des objectifs de disponibilité pour les différents espaces. Pas partir avec cet idéal de saturation en se disant voilà, plus j'ai rempli l'espace, un petit peu comme on réfléchit en tant que bailleur, plus j'ai rempli mes appartements, plus mon système fonctionne. Là, c'est finalement ce qui crée de la valeur dans les entreprises, ça reste ce que les gens en font. Et donc leur activité de travail, qui n'est pas la même chose que l'usage des espaces pris isolément. En fait, quand on dit qu'un espace est utilisé à tant de pourcents, on n'a rien dit. On ne sait pas s'il est
il est utilisé en premier lieu ou à défaut d'un autre. On ne sait pas quand il est occupé combien de personnes auraient voulu l'occuper à ce moment-là, etc. Et ça, c'est des choses qu'on a en croisant les expériences. Donc, quelque chose qui doit être justement mesuré dans la durée, c'est les besoins en disponibilité réelle des différents espaces de travail et comment ils se complètent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la performance des espaces dépend de leur appropriation, et j'ajouterais de leur appropriation collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les retours qu'on a sur les projets, on va avoir des chefs de projet qui nous disent il y a certaines équipes où ça marche très bien, ils sont très épanouis, très heureux du nouveau système, et d'autres où ça n'a pas pris. Et comment on peut s'expliquer ça? On peut s'expliquer ça d'abord en comprenant que il n'y a pas d'espace qui soit suffisamment bien conçu pour que, en le livrant avec un mode d'emploi rigide et en faisant appliquer le mode d'emploi, l'espace fonctionne, soit facteur de performance. En fait, c'est des régulations collectives qui se font au niveau assez local qui vont le permettre. Je vais donner quelques exemples. Quand j'ai une équipe de comptables où c'est un travail vraiment de concentration, où finalement les interactions sont plus à la marge ou plus prévisibles, je vais avoir des espaces qui fonctionnent très bien, des benches, des équipes qui fonctionnent très bien, mais où c'est à chaque fois le bruit qui va être isolé, et quand vous arrivez dans l'espace, il y a une norme finalement de discrétion et de silence. Vous allez arriver dans une équipe qui fait par exemple de l'événementiel, et vous allez trouver des gens qui se refilent des tâches au fil de l'eau et qui ont besoin de partager des informations en temps réel. Vous allez trouver que c'est un peu empoulaillé et eux, ils vont être très satisfaits aussi en s'en servant complètement différemment. Et par contre, le box qui servait à s'isoler pour passer des appels ou faire des activités bruyantes chez les comptables, et ben là, il va servir pour s'isoler afin de travailler de manière plus solitaire et concentrée. Et donc, c'est en fait, de loin, quand on pose un espace de travail, quand on en propose un, on connaît ni les préférences individuelles des personnes, on n'a pas la même sensibilité au bruit. On ne sait pas encore forcément si on a des modes de travail au sein de ces collectifs qui sont homogènes, voilà, comme dans les deux exemples que j'ai donnés, ou des modes de travail complètement hétérogènes pour la même activité. On va passer d'activités très concentrées à du travail en interaction, et où il va falloir gérer cette tension-là. Et donc, en fait, ce qui va faire le succès d'un espace, c'est les ressources qu'on va donner au collectif pour gérer ces tensions, plutôt que d'essayer finalement de se dire qu'en concevant quelque chose de complet et en faisant bien appliquer des règles préétablies, ce qui est un point de départ, hein, il en faut, c'est pas la question. Ce qu'il s'agit de dire, c'est que il faut toujours des marges de manœuvre et un travail en fait d'organisation menée au sein des collectifs, notamment par les managers, pour faire marcher l'espace. Alors il y a des collectifs dans lesquels ça se fait de manière très spontanée et où il n'y a pas besoin d'intervenir. Et il y en a d'autres où ça se fait de manière un petit peu heurtée, où le passage en flex office occasionne des conflits de voisinage, on va dire, et où là, le rôle du manager pour arbitrer, pour créer des règles qui soient des compromis nécessairement entre les besoins des uns et des autres, requiert vraiment un travail actif, éventuellement une formation du manager à ces questions-là, et en tout cas un dialogue collectif sur ces questions-là. Félix, est-ce que parfois vous avez constaté, vous avez des espaces qui sont conçus d'une certaine façon et pensés pour tel type d'activité, et dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça? Oui, fréquemment. Fréquemment, des espaces de silence qui servent de salle de réunion et réciproquement. C'est l'exemple typique. Ce qui peut poser problème d'un point de vue technique, parfois en termes de renouvellement d'air ou de problèmes comme ça. Faut que cette flexibilité dans l'usage soit aussi permise par le bâtiment. Mais des détournements d'usage, les détournements d'usage sont typiques, et même il y a quelque chose qui est très clair. Pour ce qui est du poste de travail auquel on n'attribue pas de fonction particulière
même si ça représente, c'est le principal espace utilisé en réunion, hors des réunions formelles. Et ben on voit que l'essentiel du collaboratif se fait autour des espaces de travail alors que ça n'a pas été prévu pour ça. Ok. Donc le détournement d'usage, en fait, il n'est pas forcément problématique à partir du moment où il fait l'objet d'un accord au sein des collectifs, quoi. Ok, merci. L'idée suivante, c'est que l'expérience des occupants doit être intégrée dans la chose qui est en général partagée qui est assez bien fait dans les projets. Il y a peu de projets aujourd'hui qui se font sans expérimentation. En tout cas, on ne laisserait pas un client se lancer sans expérimenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être intégré à plusieurs niveaux. L'échec de certaines démarches d'expérimentation, enfin l'échec relatif, on va dire, c'est de penser qu'on va expérimenter quelque chose à petite échelle, en tirer des conclusions et qu'il suffira ensuite de déployer. Et dans les projets où on a pratiqué ça, on a vu que on s'est retrouvé finalement à faire une suite d'ajustements pour intégrer l'expérience d'autres équipes, d'autres types d'activités. Donc, il y a bien sûr des activités qui sont on va dire, rapprochables les unes des autres et on a travaillé à établir ces cartographies. Mais il faut aussi que, à la livraison du projet, il y ait un petit peu de marge de manœuvre, que ce soit par exemple sur l'équipement des différents espaces de travail pour répondre justement aux expériences locales, ou en tout cas, il faut être sensible aux différences de ces expériences, quitte à faire un modèle, à être sensible à ces différences locales en se disant que le modèle doit tout pouvoir intégrer, plutôt que de se dire, voilà, à partir du moment où on a expérimenté, on a durci un modèle une fois pour tous et ça va suffire, quoi. Donc, c'est toujours cette idée que la performance des espaces de travail, finalement, ça se construit dans le temps et même après le projet. Ce qui est l'objet de mon dernier point, je vais donner quelques points plus précis et particuliers au flex office. Il y a déjà le constat que en termes de densification, et des effets de la densification sur l'espace, sur justement la disponibilité des espaces et les contraintes ou au contraire les ressources que les gens vont trouver dans les espaces, et cette gestion-là, dans des projets qui n'étaient pas en flex office, elle était gérée au fil de l'eau. Quand une nouvelle personne arrivait, on allait le signaler aux services généraux qui allaient ouvrir un poste de travail. Et quand on avait trop de personnes dans ces espaces-là, on le savait, on étendait les espaces, on se débrouillait. On réaffectait les espaces. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'un projet peut bien marcher à sa livraison, à un certain taux de densification, on va dire un certain taux de mutualisation, par exemple, et qu'après coup, par exemple, on va le densifier, ou alors les problématiques vont évoluer et on va revenir 6 mois plus tard et se rendre compte que on a en apparence les mêmes cloisons et les mêmes bureaux, mais on n'a pas du tout le même fonctionnement, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Des gens qui nous disaient qu'ils étaient satisfaits 3 mois plus tard vont nous dire, là, depuis qu'on est passé, je sais pas, d'un taux de mutualisation de 0,8 à un taux de mutualisation de 0,7, j'ai tel et tel problème d'accès, etc. Et ça n'a pas forcément été géré parce qu'un manager préférera toujours avoir toutes ses équipes autour de lui. Un projet de déménagement ou de réaménagement, c'est jamais la priorité, où il n'est pas sûr d'être écouté, d'avoir une ligne ouverte pour faire part de ces nouveaux besoins-là. Donc en fait, il y a des situations de dégradation post-projet qui s'imposent un peu par le fait, juste du fait que ça n'a pas été géré, que l'occupation n'a pas été pilotée sur le long terme et que on va dire l'actualisation des besoins qui ont été constatés à la livraison du projet a pas été faite. Donc c'est un travail qui est à faire dans le temps. Je lis qu'est-ce qu'un taux de mutualisation. Oui, oui. C'est le rapport entre le nombre d'espaces qu'on met à disposition et le nombre de personnes sur un plateau. Par exemple, si je vous mets 8 postes de travail
pour 10 personnes, en sachant qu'il y a du télétravail, que tout le monde n'est pas là tous les jours, qu'il y a des réunions, etc., des sorties à l'extérieur, et ben, je vais avoir un taux de 0,8. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui nécessitent d'être pilotées, ce qui est fait pour les projets qui ne sont pas en flex office, et ce qu'il faut juste transposer en adaptant dans les projets en flex office, ce qui nécessite notamment un dialogue des managers vers leurs équipes et un dialogue un dialogue soutenu en fait entre les managers et les directions immobilières ou les directions des services généraux. Et c'est vrai que quand tu dis que ça se gère effectivement dans le temps, en plus, je trouve qu'il y a quelque chose qui est venu percuter encore un peu tout ça. C'est vrai que nous, je le vois sur les locaux aujourd'hui, où finalement on a été moins nombreux, parce que forcément beaucoup de télétravail et puis pas mal de cas contacts, donc on a quand même été très éloignés du bureau plusieurs jours. Et en fait, on s'est davantage, en étant moins nombreux dans du flex, on s'est quasiment davantage gêné, parce que finalement le silence général rend notre bruit d'autant plus fort. Donc finalement, j'ai trouvé que tous les espaces un peu fermés avaient été pris d'assaut, parce que justement, ça permettait de faire un peu plus de bruit dans ce grand silence, et de moins se gêner et de moins gêner les autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quand même des analyses à faire aussi sur des espaces flex qui ont été très bien conçus, et voilà, qui fonctionnent bien. Et puis aujourd'hui, avec peut-être beaucoup plus de télétravail, peut-être que les choses vont un petit peu devoir être un peu regardées de plus près aussi, quoi. Bah, ce que tu dis, moi, ça m'évoque aussi justement l'importance de faire collectif dans les espaces de travail. Et ça souligne d'ailleurs l'importance des territoires d'équipe. Travailler ensemble et cohabiter dans les espaces de travail, en fait, ça fait l'objet d'un apprentissage. euh, d'un apprentissage entre les gens, entre des gens qui vont être amenés à le faire. Alors, plus on a des gens qui sont amenés à cohabiter de manière ponctuelle, éparse, sans savoir prendre en compte l'activité de l'autre, ce que j'en connais, ses préférences à lui, etc., plus on va avoir tendance à se déranger, voire à faire preuve d'un peu d'intransigeance vis-à-vis de ses voisins. Alors qu'on est beaucoup plus tolérant et, on va dire, subjectivement beaucoup moins irrité ou beaucoup moins dérangé quand finalement on a appris à fonctionner ensemble et on comprend pourquoi on fonctionne comme ça. D'accord. Ça me rappelle un exemple, quelque chose qui illustre un petit peu ce propos. Finalement, il est pas rare quand même d'avoir des utilisateurs, enfin des collaborateurs salariés, qui vous disent, après un projet, une équipe projet a déployé tout son savoir-faire en architecture, en conception, pour faire des espaces qui sont hyper beaux, qui donnent des super belles photos, et vous avez des utilisateurs finaux à la fin qui vous disent ouais, c'est très beau, on a plus d'espace, mais en fait, dans notre espace précédent, qui était un petit peu au fond, là, sans trop de lumière, on avait un peu moins de surface, etc. Mais au moins, on pouvait bouger les choses, on pouvait s'approprier l'espace, et on pouvait le mettre vraiment à notre main, quoi. Et finalement, ça, c'était mieux presque. Et bon, c'est un peu frustrant d'entendre ça. Non, c'est un bon enseignement. Ça veut Mais dire que c'est à prendre très en bon compte enseignement. pour. Voilà. Absolument. Absolument. D'ailleurs, avant ta checklist, Dora, excuse-moi, j'ai Moi aussi, j'ai une question, Félix. T'as une question pour Félix? C'est ça? Oui, on est en file d'attente, c'est ça? Oui, alors juste, je me permets juste, j'ai oublié de lancer un petit vote en début de webinaire. J'ai été perturbée par la connexion, donc je vais juste lancer. C'est un tout petit questionnaire, savoir si vous êtes en flex ou pas. Ça n'empêche pas d'écouter et de suivre les questions, etc. Mais je vous invite à répondre à ce tout petit questionnaire, savoir du coup vous si vous êtes plutôt en open space, flex office, voilà. C'est un petit questionnaire. Dora, je te laisse la parole. Excusez-moi. J'ai une petite question pour Félix, parce que tu parles beaucoup du rôle du manager pour l'après. Est-ce que c'est pas trop, en fait, pour un manager? On sait que beaucoup, en flex office et même en open space, on voit que les freins viennent souvent principalement des managers. Si en plus on leur demande demain d'être les facilitateurs de ces espaces, d'aider à instaurer un dialogue pour que ça se passe bien dans l'espace, alors qu'ils sont peut-être les principaux réfractaires à ce nouvel aménagement, comment
comment ça peut fonctionner? Est-ce que ça doit forcément être les managers ou est-ce qu'on doit inventer un nouveau rôle de facilitateur de l'environnement de travail? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors en effet, le rôle du manager, il paraît un petit peu naturel parce que de manière générale, ça fait partie de ses attributions que de discuter du travail, des conflits de buts qui se rencontrent dans son équipe en fait d'animer des prises de décision collectives et des arbitrages. Il se peut que s'il est mal à l'aise avec l'espace, déjà il peut être accompagné, c'est une première chose. Et si c'est pas la bonne personne, il peut, enfin, tout dialogue collectif peut s'animer autrement que par le manager s'il y a des ressources qui sont disponibles et volontaires pour le faire. Un truc à souligner, c'est d'abord qu'on ne demande pas au manager de, de, euh, de faire la promotion en fait de l'état des choses aux collaborateurs parce que on va partir du principe, en tout cas là je suis parti du principe que le projet est déployé déjà en flex office. Ce qui peut être important, c'est de considérer que le manager lui-même est un travailleur, a des problématiques d'activité, peut avoir besoin de dire à son équipe, écoutez, dans telle et telle situation, j'ai besoin de pas être sollicité. Donc, quand je suis ici ou quand je suis là ou quand je suis à mon poste, c'est pas le moment de me faire signe ou voilà des choses qui permettent aussi de faire intégrer, d'avoir un dialogue avec son équipe sur ses propres contraintes euh, qui sont réelles et il y a des raisons objectives pour lesquelles le flex office peut être ou le partage de l'espace de manière générale peut être difficile pour les managers. Il y a une attente beaucoup plus forte qui est portée sur finalement l'incarnation d'un rôle qui doit être permanent dans un cadre d'open space. Il y a une activité des managers qui est connue pour être, euh, pour être encore plus dispersée, fragmentée, interrompue que pour les autres collaborateurs. Et on sait que les managers luttent pour créer de la continuité dans leur espace de travail. Donc, en parler en équipe, ça peut être, plutôt qu'une nouvelle exigence, en fait, ça peut être une manière pour eux aussi de le gérer et de s'aménager un espace qui marche pour eux. Vous avez observé parfois des collaborateurs, des salariés qui avaient inventé des systèmes pour essayer de montrer physiquement, j'en sais rien, par un post-it ou par un, je sais pas, un truc sur le bureau pour dire laissez-moi travailler tranquille, que personne me parle ou pas de bruit. Oui, oui, et d'une manière un petit peu particulière, effectivement, chez un client, un collaborateur avait sorti de son coffre de voiture un parasol qu'il avait amené à son bureau. C'est donc dans le sud. C'est donc dans le sud. Il avait sorti son parasol, il l'avait mis à son bureau et quand le parasol était ouvert, c'était ne venez pas me déranger. Ouais, moi j'ai vu aussi ah d'ailleurs, c'était peut-être pas pour ne pas me déranger, c'était une petite figurine, un petit doudou, pour dire je suis là. Je suis là aujourd'hui, j'existe, vous pouvez me voir. Voilà, il y a des petits signes comme ça. Moi, c'est plus par des comportements que j'ai vu les gens réguler leurs interactions. Mhm. Quitte à un petit peu surjouer son indisponibilité ou le côté austère Froncer les ou avoir sourcils l'air pas pendant. sympa, froncer les sourcils, marcher d'un pas pressé, voire faire semblant d'être au téléphone. J'ai même vu ça, un enquêté enfin pas faire semblant d'être au téléphone, décrocher son téléphone, lancer l'appel Mm. en traversant l'open space plutôt qu'arriver à son poste pour être sûr de ne pas être interrompu pendant ce temps-là. Donc il y a des tas de des petites stratégies qui en soi posent pas problème quand elles sont comprises et bien interprétées. Mais c'est quand même plus facile quand on se dit les choses et quand on arrive voilà, Ça à force, choisir un peu comment on fonctionne ensemble, quoi. ça force la créativité, c'est ça que tu veux dire. Ça force la créativité. Moi, je suis toujours favorable d'une créativité collective plutôt que d'une créativité individuelle pour se contorsionner, pour se faufiler entre les contraintes de l'environnement. Je pense que ça, c'est logique et surtout quand ces stratégies-là sont agrégées, ça crée des dysfonctionnements, quoi. D'accord.
Je ne sais pas si vous Alors, voyez les résultats qui oui. s'affichent. Oui, Juste, ouais, c'est intéressant. voilà. Donc C'est intéressant, aménager, ouais. effectivement, ouais. Majoritairement en open space à 58%. En revanche, flex 35%. Et envisagez-vous un passage en flex? Oui, à 72%. Mm. Merci beaucoup. Alors du coup, ce qu'il faut retenir pour cette suite du projet, de vraiment viser une occupation efficiente et non pas maximale. Donc pensez bien à le premier sujet abordé par Félix. Viser le 100% n'est pas forcément le plus juste. Le but, c'est que vous ayez une lecture réaliste des situations de travail de vos collaborateurs et que vous pensiez à vos fameux critères de réussite. L'objectif est d'atteindre ces critères de réussite. Et peut-être que pour atteindre ces critères de réussite, c'est pas d'atteindre l'occupation maximale de tous les espaces, mais que tous les espaces soient pensés pour que l'occupation nécessaire soit bien au rendez-vous. Je pense à un élément en particulier que nous, on a beaucoup, qui sont par exemple les grandes salles de réunion, ou même les très grandes salles de réunion. On va voir, si on analyse que le taux d'occupation de la salle de réunion à l'année, on se dit 10%, et pourquoi on fait une grande salle de réunion? Oui, mais les fois où vous avez besoin de cette salle de réunion, vous trouvez ça fondamental de l'avoir, vous êtes bien content de l'avoir parce que c'est tellement moins de problématiques logistiques pour pouvoir le faire et ce sont des moments forts parfois de l'entreprise. Donc, même si ça a lieu peu de fois, ça peut être fondamental dans le fonctionnement d'une entreprise. Donc, la seule lecture de l'occupation ne suffit pas. Ensuite, de construire Pensez le à vos... Ah oui. Pensez à vos toilettes. On y est beaucoup moins que dans la chambre ou dans le salon, mais on s'en passerait pas facilement pour autant. Ça, c'est du concret. J'adore ton exemple, j'adore. Je pense que vous retiendrez. Construire le projet aussi de gestion de la vie en flex office. Alors, on voit beaucoup sur les projets, les ateliers pour les règles de vie, on crée le kit de règles de vie, oui, mais après, voilà, quel système d'application, voilà, c'est ce qu'a abordé Félix, quelle façon de piloter l'occupation de ces espaces à terme, comment vous allez faire quand une équipe va grossir, va dégrossir, qui va faire cette régulation, le manager, si les managers sont les personnes les plus réfractaires, comment on les accompagne dès le début du projet, comment on les inclut dès le début du projet, et qu'on ne les inclut pas uniquement, comme le disait Félix, pour leur rôle de représentation de leur équipe, mais comment on pense aussi leur activité qui a un besoin, elle aussi, et qui est souvent peu pensée. Nous, on voit dans les projets, c'est un travers. Vous sollicitez beaucoup vos managers pour leur représentation de leur équipe. On demande aux managers comment fonctionne leur équipe, ce dont leur équipe a besoin, mais beaucoup moins ce dont eux ont besoin en tant que manager, en fait, qui est une activité en soi. Et enfin, de commencer par un test. L'expérimentation va vous permettre de vous orienter plus aisément pour savoir, dans le cadre de ce sujet complexe qui est le flex office, parce qu'il touche au mode de travail, aux services, aux espaces et au digital. Donc d'expérimenter, ça permet d'y voir plus clair et de faire attention, comme le disait Félix, à votre panel d'expérimentants, de participants à cette expérimentation. Le panel ne pouvant jamais être absolument parfait, se garder un temps derrière d'ajustement de votre programme et de votre conception pour pouvoir, entre guillemets, la déployer, mais la déployer intelligemment et de se laisser, bien sûr, de la flexibilité et de l'adaptation après ce test en fonction des spécificités métiers à qui vous allez la déployer. Donc, voilà nos points fondamentaux de conseil. Il y avait quelques questions du coup. Alors, notamment celle-ci. Du coup, je l'affiche. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est possible de combiner à la fois du flex et des postes attribués? Bien sûr. Bien sûr, si on part du prisme phare de l'activité, du fait qu'il peut exister une diversité d'aménagements entre des populations à activités différentes, je dirais même que c'est nécessaire
d'avoir des solutions différentes, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont une homogénéité d'activité de travail. Donc, nous, on a souvent l'exemple des assistantes. Alors, ça dépend exactement du rôle de l'assistante, hein, mais pour beaucoup, il va y avoir les assistantes qui ont encore beaucoup de papier, peu de dématérialisation, le besoin qu'elles soient aisément, par exemple, repérables dans un bâtiment par les collaborateurs. En fonction du rôle exact de l'assistante, ça nous arrive régulièrement qu'elle soit, par exemple, en poste attribué et que d'autres équipes, les équipes pour lesquelles elles interviennent, soient organisées en flex office. Pour d'autres aussi qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas avoir accès au télétravail du fait même de leur activité, ou que ce soit, ils ont moins de taux de télétravail parce que ça s'y prête moins, c'est plus intelligent aussi en poste attribué. Ok. Ouais, en fait, moi, j'ajouterais que faut que les critères soient légitimes. Ce qui peut mal passer, je pense que c'est le sentiment d'arbitraire, parce que bien que nous, qui sommes dans les projets, qui sommes spécialistes des questions d'environnement de travail, on ne le voit pas comme ça. Souvent, le fait de passer ou de pas passer en flex office, c'est conçu comme un avantage social ou une concession. Donc, en fait, le fait de pas passer en flex office peut être un privilège. On a vu les statistiques au début, peut être perçu comme tel. Donc, avoir des critères objectifs, par exemple sur voilà ce que mentionnait Dora, le type de recours à l'équipement, la fréquence et les différents types de mobilité en interne et en externe. Voilà, ça permet d'objectiver tout ça et que ces différences-là, elles soient comprises et pas vécues comme injustes. Il y a une question là sur les espaces collaboratifs. Est-ce qu'ils doivent être disséminés dans l'espace ou être concentrés dans une même zone, en genre place du village? Est-ce qu'il y a des précaux ou est-ce que pareil, ça change? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de réponse type. C'est ça. En fait, c'est encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de la manière dont vous voulez utiliser ces espaces collaboratifs, comment ils sont conciliés avec le temps de travail individuel, collectif. Après, voilà, la question, c'est de bien prendre toute la mesure et comme on le donnait dans l'exemple tout à l'heure, se dire, vous avez des espaces collaboratifs qui sont à proximité, disséminés et potentiellement à proximité des postes de travail, ben, il faut savoir que ça peut générer certaines nuisances, voilà. Donc, mais il n'y a pas de modèle type, je dirais. Bon, moi je suis d'accord avec Mathieu. Il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est que pour des choses comme les box, plus ils sont disponibles, plus ils sont à proximité des espaces de travail, et plus on peut voir depuis les espaces de travail s'ils sont disponibles ou pas. D'ailleurs, c'est une vraie ressource, hein, le fait, les petites lumières qui s'allument pour indiquer que c'est disponible ou pas de loin sur certains types de mobilier fermés aujourd'hui. Voilà, plus en fait ces espaces-là sont disponibles, plus on va pouvoir de manière assez flexible articuler les temps entre voilà temps aux espaces de travail et temps que ce soit selon les besoins de l'équipe pour vraiment de la réunion, que ce soit pour du temps justement plus concentré. Voilà, les avoir à proximité, c'est important. Pour les grands espaces de réunion, pour les réunions plus formelles qui impliquent que les gens papotent souvent à l'entrée ou à la sortie, là, au contraire, j'ai l'impression que la norme est plutôt de les centraliser. Mais encore une fois, chaque contexte est différent. Voilà, ça dépend des types d'espaces collaboratifs. Oui. Puis dédié à combien de personnes, projet d'équipe, est-ce que c'est près des postes de... Enfin oui, effectivement, tout ça, ça s'étudie. Il y a une question sur la réservation des postes de travail individuels. Ça vous semble pertinent pour le poste de travail individuel en flex de devoir réserver sa position de travail? Le bureau individuel? Ouais. Moi, j'aimerais poste, pas, personnellement, mais on me demande pas mon avis. Mais alors, si on considère que les individuels sont mis à disposition et ne sont pas attribués,
il me semble qu'une réservation de ces espaces peut être pertinente. Après, sur les postes qui sont partagés en espace ouvert, je ne suis pas certain que ce soit pertinent. On pourrait tomber dans les travers de quelqu'un qui réserve toujours la même place le matin. Par exemple. Oui. Oui. En fait, après, je pense qu'il faut après, peut-être qu'il faut le nuancer, mais d'une manière générale, il faut faire attention peut-être au travers qui est de considérer l'espace et l'entreprise comme une machine qui a un fonctionnement normal et le fonctionnement des collaborateurs par ricochet devrait aussi avoir un fonctionnement normal et leur utilisation de chaque espace doit être normalisée aussi. Je pense que c'est juste le travers auquel moi je dirais qu'il faut faire attention. Okay. Et puis, il faut noter que pour les utilisateurs, moins ils y pensent, plus ça marche. C'est-à-dire tout ce qu'on ajoute comme tâche de je dois réserver ou des trucs comme ça, déjà le clean desk en lui-même peut être une contrainte plus ou moins forte en fonction de l'équipement, du papier avec lequel on travaille. Mais voilà, le besoin de réserver, plus on ajoute de tâches périphériques au travail, plus on a de frustration. Donc, je suppose que ça peut être totalement pertinent dans un contexte, mais ça doit être justifié plutôt que d'être envisagé comme une solution par défaut. Allez, une petite dernière pour la route. Est-ce que la volonté de faire du flex est due au fait d'optimiser les espaces? Ça dépend ce qu'on entend par optimiser. Si on le prend au sens propre d'optimiser, c'est-à-dire garantir une meilleure efficience des espaces au service de l'activité de travail et de la stratégie d'entreprise. Oui, mais à chaque entreprise, une volonté différente de faire du flex office. Ça va dépendre, j'ai presque envie de vous retourner la question. Est-ce que votre volonté de faire du flex, puisque vous êtes 72% à vous tourner vers le flex, est due au fait d'optimiser les espaces? Et qu'est-ce que vous mettez derrière optimiser? Est-ce que c'est juste rationaliser des mètres carrés ou c'est aussi éviter cette tristesse des locaux vides et de permettre tout simplement d'utiliser à bon escient vos espaces pour l'activité de travail que vous avez? Donc, j'ai envie de vous retourner la question. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, il y a une question qui est assez directe, c'est est-ce que le flex office, ça sert aussi, au moins aussi, à faire des économies sur les coûts immobiliers et sur les surfaces? La réponse, c'est souvent oui. Et quand c'est le cas, il faut l'assumer. Moi, je veux dire, il y a quelque chose qui est audible. On sous-estime beaucoup la capacité des collaborateurs à l'entendre face à la réalité des coûts immobiliers quand ils ont la garantie que leurs besoins dans l'activité sera respecté. C'est des choses qui s'entendent et qui sont légitimes en entreprise. C'est beaucoup moins bien compris en fait quand on va leur expliquer comment ils devraient travailler et que ça ne cadre pas avec la manière dont ils travaillent pour ne pas aborder cette question de front. Donc, si c'est le cas, il faut en parler. C'est très clair. C'est très clair. Et en fait, il est 11h. Donc, merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas à nous en envoyer quelques-unes par mail si on n'a pas eu le temps d'y répondre. On se fera toujours un plaisir de vous apporter quelques éclairages. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que le flex, vaste sujet, mais aujourd'hui, je pense qu'on a quand même beaucoup de recul. En tout cas, nos experts nous ont bien expliqué que voilà, ça fait suffisamment longtemps qu'on le met en place pour justement le regarder aujourd'hui avec un prisme un peu nouveau par rapport à cette révolution un peu de l'organisation. On peut faire de l'individuel flex, on peut faire de l'habitation de l'espace, on peut y intégrer de la modularité, on peut adapter le flex, on peut le revoir, on peut le rendre flexible dans le temps. Donc, en fait, c'est un concept de flexibilité complètement global et qui peut vraiment apporter de nouvelles solutions. Donc, je trouve que ça semble en tout cas pertinent de le pousser et en plus de, évidemment, le faire répondre vraiment à la couleur de chaque entreprise et vraiment la tonalité de vos activités. Donc, le prochain webinaire, ce sera est-ce qu'on les fait revenir, ces collaborateurs au bureau? Est-ce qu'on les veut vraiment dans les bureaux?
qu'on verra ça en septembre. Je vous communiquerai la date ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on essaye de vous envoyer assez rapidement le replay et les slides. Merci à nos intervenants, Félix, Dora, Mathieu. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.